Au niveau des 4 théories qui étaient à la base de cette recherche, j'ai choisi pour cette présentation ce qui relève vraiment plus des bilinguismes, puisqu'on est dans ce congrès intéressé surtout par cette question-là. Donc, au niveau de ces recherches sur le bilinguisme, les nouvelles recherches montrent effectivement des résultats très intéressants, surtout les recherches francophones dans ce domaine que je mentionne ici. Ensuite, au niveau des programmes bilingues, effectivement, cette question d'efficacité d'un programme à l'autre essaye d'être démontrée par ces recherches. Je ne vais pas entrer très en détail parce qu'effectivement, j'aimerais montrer aussi des autres choses. Et puis, l'entrée dans l'écrit, en tant que l'intérêt des recherches, est l'entrée dans l'écrit décrite chez cette population d'enfants qui nous intéresse ici, chez les jeunes sourds. Comment est-ce que ces enfants apprennent à lire et à écrire? Comment est-ce qu'ils entrent dans ces capacités langagières scripturales? Ben justement, c'est ça qui est intéressant de voir et c'est ça qui m'a intéressée dans cette étude que j'ai menée. Et je voulais y entrer par les pratiques enseignantes, de ne pas regarder comment est-ce que les enfants apprennent en les testant et en faisant le bilan. Est-ce qu'ils savent déjà cette capacité? Est-ce qu'ils savent déjà ça? Est-ce qu'ils savent des lettres? Est-ce qu'ils savent des mots? Non, ce n'est pas ce qui m'a intéressé. Ça m'a intéressé vraiment en situation, comment dans les pratiques des classes, dans les pratiques bilingues, cet apprentissage se déroule, cet apprentissage est conçu pour les enfants et qu'est-ce qu'il en retire. Donc, je vais parler un peu plus fort. Je vais essayer en tout cas. Bon, les micros vont m'aider. Donc, les questions de recherche aussi, j'ai choisi pour aujourd'hui les questions qui vont vraiment dans le sens des thématiques qui nous préoccupent aujourd'hui. Et je posais ces questions justement d'un côté, des côtés des enseignants. Comment est-ce qu'ils font? Comment est-ce qu'ils utilisent les deux langues pour des activités autour de l'écrit? Et de quelle manière est-ce qu'ils guident les enfants dans cette activité? Et des côtés des élèves, comment est-ce qu'ils profitent de cette situation qui est une situation complexe? Et quel avantage est-ce qu'ils tirent? Et qu'est-ce qu'on peut dire, d'autre part, de leur utilisation de deux langues? Alors, au niveau de l'approche méthodologique, cette étude était vraiment qualitative et interprétative, avec des caractéristiques longitudinales, c'est-à-dire je les ai observées, cette classe, ces pratiques bilingues, je les ai observées pendant toute l'année scolaire, plusieurs fois dans la classe, autour de 3 albums que les enfants avec les enseignants ont explorés et utilisés pour apprendre à lire et à écrire. Donc, effectivement, les effets ont été mesurés du début à la fin de l'année scolaire. C'est d'un côté court, d'autre côté assez long pour avoir des résultats assez significatifs. J'ai procédé à plusieurs analyses. Je ne vais pas vous détailler toutes les analyses parce que ça serait trop long. Et j'ai procédé justement à ces mesures en tant que bilan pour savoir comment est-ce que les enfants apprennent certaines composantes du savoir lire et écrire, par exemple des lettres, puisqu'on est en première primaire, on est vraiment au début de l'apprentissage formel de la lecture et de l'écriture. Donc, comment est-ce que ces capacités alphabétiques progressent aussi dans l'année, mais aussi la reconnaissance des mots, la production des mots, et je vous montrerai par quelques exemples où ils arrivent à la fin de l'année.
Donc, au niveau des résultats, au niveau des pratiques bilingues des enseignants, c'est ce que j'ai remarqué, c'est beaucoup de médiations langagières larges qui étaient et linguistiques et multimodales. Et je vous présenterai les deux de ces médiations. Médiation de la structure narrative, d'un côté, qui visait la compréhension de l'histoire, et d'autre part, la médiation du code alphabétique, qui est un tout petit peu différente, parce qu'il s'agit vraiment de décortiquer ce qui est écrit et de comprendre, d'apprendre petit à petit ce qui est écrit. Et d'autre part, je vais mettre en lien ces pratiques bilingues complexes avec les progrès des élèves pendant cette année scolaire. Donc, le premier résultat, tout d'abord, c'est mélange de signer et dire pour comprendre la structure narrative. Alors là, on a vraiment une certaine configuration de ces bilinguismes, de ces pratiques bilingues, autant de la part des enseignants que de la part des enfants, qui prend vraiment en considération ce que disent ou ce qui signent les enfants. Et le guidage est vraiment très interactif. C'est des questions tout d'abord pour explorer qu'est-ce qui est sur image, pourquoi est-ce que ces personnages-là arrivent sur cette image, etc. Vraiment des explorations langagières et en deux langues pour comprendre qu'est-ce qui se passe, quelle est cette trame narrative qui va se réaliser. Et d'autre part, il y a vraiment une prise en compte de ce que les enfants apportent. C'est-à-dire, ils peuvent dire quelque chose, signer des fois encore maladroitement, etc., ou montrer quelque chose, ou pointer quelque chose sur l'image. Et tout ça est pris en considération par les enseignants. Tout ça fait un ensemble dans la direction de compréhension commune. Et l'utilisation, on observe dans cette situation justement dirigée vers la compréhension de la trame narrative une large utilisation de la langue signée. Beaucoup, bien évidemment, la langue vocale est aussi utilisée, mais pour comprendre tout ce qui se passe, c'est cette configuration de signer et dire qui privilégie la langue signée en tant que telle. Et là, c'est un graphique qui représente justement comment les enfants sont guidés par les enseignants, c'est-à-dire à travers une zone de co-construction, à travers une zone d'ajustement mutuel entre les enseignants et entre les élèves. Les uns s'ajustent aux autres, prennent vraiment où cette compréhension progresse, où ces savoirs progressent. Ensuite, comment une deuxième configuration de ces signer et dire se manifeste dans la classe, dans ces pratiques, autour de l'étude du code alphabétique. Alors, c'est surtout l'utilisation de la langue vocale et de dactylologie en langue des signes, mais c'est aussi toutes ces passerelles qui sont nécessaires, par exemple au niveau de compréhension des mots qui sont signés, qui sont dits, qui sont décortiqués avec un alphabet vocal, avec un alphabet manuel. Vraiment, les deux constituent cette base d'apprentissage et de la compréhension commune qu'essayent d'élaborer les enseignants avec les élèves. Et les connaissances phonologiques qui font autant de peine, justement, en tout cas, on en discute souvent qu'effectivement ces connaissances phonologiques sont difficiles, eh bien, ces connaissances aussi passent par les deux langues. Ce n'est pas seulement la langue vocale qui est mise en jeu, mais les deux langues, le mélange des deux langues, d'abord une, après l'autre, encore les retours sur la première,
et de nouveau l'explication en langue des signes pour que les enfants aient réellement une représentation de ce que c'est au niveau du visage, au niveau de la bouche, bien évidemment, mais c'est aussi des oralisations, c'est aussi la lecture labiale, c'est pas seulement tout ce qui représente la langue vocale. Donc, maintenant, au niveau des résultats un peu plus des côtés des élèves, quels sont les effets de cette démarche bilingue sur les connaissances d'élèves? Ce qu'on remarque, c'est le progrès important dans les connaissances des lettres, des mots, et en reconnaissance et aussi en production. C'est ce qu'on remarque que 2 élèves ont fait, sur 4 que j'ai observés, ont fait des énormes progrès justement dans l'épreuve des stratégies d'écriture des lettres. Je vous montrerai tout à l'heure jusqu'à quel point, effectivement, il y a un changement. D'autre part, on observe une difficulté en connaissance syntaxique, mais c'est normal puisque les enfants sont au début de construction de ces concepts. Qu'est-ce que c'est de la phrase? Ils sont encore à vraiment la reconnaissance des mots, ils ont des répertoires lexicaux de plus en plus riches, mais la notion de la phrase est encore assez difficile, surtout la notion de la phrase écrite, lue en entier, comprise en entier, c'est tout simplement difficile et c'est tout à fait normal pour leur âge. Ils entrent dans cette capacité de percer, de voir certains éléments et de les apprendre. Ensuite, au niveau des résultats d'élèves, je vous montrerai aussi comment se développe leur répertoire langagier, bilingue et bimodaux, c'est-à-dire je prendrai vraiment cette compétence langagière en tant que compétence large, parce que c'est de cette manière qu'elle s'est réalisée en classe. Et voilà les stratégies d'écriture des mots d'un élève qui a fait beaucoup de progrès. Vous voyez d'un côté sous les images justement les mots qui représentent ces images. J'utilisais les images pour que les enfants comprennent bien ce que je leur propose. Donc je leur ai proposé une épreuve d'écriture des mots. Et le premier élève, le mot banane, ben justement, il est capable de découvrir, de sentir, d'entendre et d'écrire 2 lettres, A, A. Mais on ne sait pas si ces lettres sont liées vraiment à ce qu'il est capable d'entendre, parce qu'il y a 2 A dans le mot banane, si elles sont aussi liées à tous les répertoires des lettres qu'il connaît. Et on sait très bien qu'au début d'apprentissage des codes alphabétiques, les lettres A, O, E sont très vite apprises, les premières à être reconnues, à être apprises par les enfants. Au niveau du deuxième mot, tomate, il n'y a pas une correspondance claire non plus au niveau phonologique, bien que cet enfant est capable d'entendre pas mal de choses. Mais voilà, à la fin de l'année, je ne sais pas si vous voyez bien, les 2 mots qui sont représentés dans cette première partie, donc banane et tomate, sont entourés. Et là, on voit déjà les stratégies alphabétiques ou lexicales qui sont en train d'apparaître chez cet élève-là. Donc vraiment un grand changement qualitatif, un apprentissage qui est vraiment remarquable. Et pour les autres mots, il y a le chocolat, haricots, du lait. Donc voilà, je ne sais pas si vous êtes capable, la pomme par exemple, si vous le voyez. Mais voilà, au niveau de l'utilisation de 2 langues en classe par les enfants, nous avons d'un côté justement sur ce continuum le français en tant que langue vocale et la langue des signes, et au milieu la base bilingue. Et au premier temps des observations, c'est-à-dire au début de l'année,
tous les élèves utilisent cette base bilingue. Voilà, on voit un peu mieux comme ça. Maintenant, je vous demande jusqu'à, voilà, encore 2 fois. Voilà. Non, revenez encore. Voilà. Et à la fin de l'année, on voit que les enfants bougent sur ces graphiques. C'est-à-dire, l'élève qui s'appelle Adé, c'est des prénoms fictifs, elle va vers la langue vocale. Mais elle utilise aussi des ressources bilingues parce qu'elle en a besoin, tout simplement. L'enfant qui s'appelle Bar, qui était montré justement, qui a fait tellement de progrès au niveau de l'écriture des mots, il se dirige aussi vers la langue vocale. Et les 2 enfants, Igo se dirige plutôt vers la langue des signes et Géo reste vraiment dans cette base bilingue. Il utilise toutes les ressources qui sont à sa disposition, en tout cas en ce moment de son parcours, pour apprendre, pour comprendre, pour construire les 2 langues en même temps. Il est attaché à toutes les ressources qui sont disponibles. Pour les 2 premiers enfants qui sont vers la langue vocale, il ne faut pas oublier qu'on est dans une situation qui favorise l'apparition plus de la langue française. On est en situation de lecture-écriture. On discute justement autour des systèmes linguistiques de la langue française. Donc, cette situation favorise l'apparition de ces déplacements vers la langue vocale. Je suis sûre que les mêmes enfants, dans une situation autour de contes en langue des signes uniquement, auraient présenté des autres profils des langues, auraient choisi, se seraient déplacés sur un continuum de ce type, différemment en connaissant aussi les 2 langues, mais en se plaçant probablement un peu plus vers la langue des signes qu'il aurait enseigné dans cette situation-là. Et encore, donc, pour la discussion, les résultats de cette recherche vont vraiment dans le sens des études qui ont été présentées ce matin par Agnès Millet. Pour l'établissement vraiment une oralité large qui prend en compte non seulement les productions vocales, mais aussi les productions gestuelles, non seulement linguistiques, mais aussi extralinguistiques, et qui permet aux enfants d'avancer non seulement dans la lecture-écriture, qui est une connaissance de base, qui est une connaissance vraiment de plusieurs apprentissages faits par la suite et dans plusieurs domaines, mais c'est aussi prise en compte de ces continuums développementaux de l'oralité vers la scripturalité, où les 2 langues servent aux enfants à l'apprentissage de systèmes qui est différent, des systèmes écrits, des systèmes qui est conçu vraiment, qui est très complexe pour eux et où ils ont besoin de toutes leurs ressources. Et c'est ce que souligne aussi cette étude, c'est la richesse des pratiques en classe. C'est vraiment tous les moyens qui sont à disposition des enseignants qui sont mis en œuvre pour aussi avec montrer quelque chose, souligner, écrire sur les tableaux. Ce sont ces ressources, ces outils des enseignants qui sont utilisés dans cette situation. Beaucoup parmi vous savent très bien de leur propre pratique comment c'est difficile justement de ne pas avoir des outils tout près, comment est-ce qu'on fait des bricolages dans les situations didactiques qu'il faut préparer, qu'il faut mettre en œuvre, où il faut utiliser vraiment tous les moyens pour faire comprendre aux enfants, pour les faire entrer dans ces apprentissages complexes. C'est pour cela que les perspectives de cette recherche sont multiples. Elles concernent non seulement la reconnaissance de ces répertoires bilingues, bimodaux, mais aussi qui sont peut-être un moyen de dépasser les vieilles querelles, mais aussi vers les pratiques bilingues
qui peuvent être aussi introduites dans les écoles ordinaires, mais comment? Mais par qui? Mais comment, ça veut dire aussi combien d'heures de l'encadrement bilingue peut-on offrir? Donc il y a effectivement des questions économiques, des questions de mise en marche de toutes ces démarches qui peuvent aussi être adaptées dans l'école ordinaire en accompagnant des jeunes sourds. Mais c'est aussi dans les perspectives de création des programmes, des outils, des moyens d'enseignement qui n'existent pas. C'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup de bricolage, beaucoup de bonne volonté des enseignants. Mais des fois ça sert, des fois ça ne sert pas. Si on pouvait réfléchir un tout petit peu de manière générale quels moyens sont nécessaires pour que les enfants puissent progresser mieux et avoir un stock de plusieurs moyens, plusieurs outils, ça nous serait certainement utile dans la pratique de tous les jours, d'avoir déjà des choses construites. Les perspectives vont aussi vers la formation des enseignants, aussi la formation initiale que la formation continue. Il n'y en a pas assez non plus de formation des enseignants ordinaires sur la surdité de manière générale, sur les progrès que l'enfant sourd peut faire, pour un peu contrebalancer des représentations que les enseignants ordinaires peuvent avoir de ces enfants, les représentations qui sont souvent tout simplement non fondées. Et ensuite, les recherches plus approfondies de ce bilinguisme et de la construction, non seulement de la lecture-écriture grâce à ce bilinguisme, mais aussi la construction des savoirs scolaires de manière générale. Voici quelques références et encore merci pour votre attention.